Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez l'un des pères de l'IA lancer un nouvel avertissement. Encore un. Yoshua Bengio affirme que certains systèmes montrent déjà un comportement d'autopréservation, peut-être pas par conscience, mais plutôt par autonomie fonctionnelle. En Chine, les humanoïdes ne sont plus à l'essai et travaillent désormais quotidiennement dans les usines et hôpitaux comme partie intégrante des opérations. Nous assistons aussi à un tournant silencieux de la robotique. Ils coordonnent désormais des flottes entières de robots humanoïdes travaillant ensemble. Un véhicule qui ressent avant de réagir. Ce que l'on appelle l'IA physique permet aux voitures électriques d'anticiper les pannes et les décisions avant même que l'erreur ne se produise. Et tandis que les machines gagnent en intelligence et en coordination, la Chine teste des éoliennes volantes, portant ainsi l'infrastructure énergétique littéralement dans le ciel. Allons comprendre tout cela. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Alves et vous êtes dans la réalité impressionnante. Et tous ces progrès et conséquences que l'intelligence artificielle apporte soulèvent un point que nous devons, oui, affronter avec maturité. Quand le responsable de Google affirme qu'aucun emploi n'est vraiment sûr, même pas le sien, ce n'est plus une prévision lointaine, mais un signal immédiat. Le marché n'est pas en train de disparaître, il change de manière silencieuse, mais oui, il est en train de changer. Il y a moins de postes stables, plus de tâches fragmentées et de plus en plus d'exigences pour ceux qui savent utiliser la technologie. Et c'est ici que je dois être honnête avec toi. Ceux qui n'apprendront pas à utiliser l'intelligence artificielle ne perdront pas leur emploi, mais ne seront plus jugés aptes à l'occuper. Et je te recommande Aurea, l'intelligence artificielle de Genesis, dont tu m'as déjà entendu parler ici sur la chaîne depuis un bon moment. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais vraiment cela, c'est qu'elle est différente des autres plateformes qui ne te donnent qu'un accès au modèle, alors que notre Aurea X t'apporte un avantage stratégique. Et cela grâce au nouveau X Fusion. C'est le moteur intelligent derrière la plateforme. Tu n'as pas besoin de choisir un modèle d'intelligence artificielle. Même s'il y en a plusieurs à l'intérieur, il te suffit d'ouvrir une conversation. Et le système comprend ton intention. Il utilise le meilleur modèle pour ce que tu veux. Chat, GPT, Gemini, Cloud, Grok, Perplexed. Autrement dit, tu n'as qu'à taper et tu auras le meilleur résultat possible. Tout cela permet des réponses plus précises, des textes plus intelligents, des analyses poussées et une vraie productivité. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Et toi qui me regardes en grand sur ta télé, je sais que beaucoup de gens font ça. Utilise le QR code qui est sur ton écran. Je crois que c'est ici, je ne sais jamais exactement si c'est ici ou là, mais il sera quelque part, il suffit de cliquer, d'accord ? Au début du mois, la Chine a lancé dans les airs un dirigeable gigantesque transportant des turbines éoliennes à l'intérieur de sa propre structure. Il est clair que le S2000 ne va pas tourner fixé au sol, il va s'élever, flotter et explorer le territoire qui a toujours été là, mais hors de portée de l'infrastructure traditionnelle. En gros, c'est un corps ovale, suspendu, entouré d'un anneau qui canalise le vent et avec des turbines intégrées, comme si l'air était comprimé avant de produire de l'énergie. Mais l'idée derrière tout ça est étonnamment simple. Plus on monte en altitude, plus le vent devient fort et constant. L'énergie éolienne croît avec le cube de la vitesse du vent, donc de faibles variations en altitude entraînent de grands écarts de puissance au sol. Lors des tests, le S2000 est monté à 2000 mètres en 30 minutes et a produit de l'électricité de façon stable. Ce n'était pas un record, mais ce n'était pas le but. L'objectif était de prouver l'essentiel. Le concept fonctionne vraiment, alors que les turbines conventionnelles restent clouées au sol, se disputant l'espace, les permis environnementaux et des vents irréguliers. Ce dirigeable monte jusqu'aux régions de la stratosphère, où le vent souffle avec beaucoup plus de force et de constance. Entre 500 et 3000 mètres d'altitude, l'air se déplace de façon plus prévisible, et cela fait toute la différence. Bien sûr, il reste encore d'énormes défis à relever. Personne ne sait, par exemple, comment ce type de dirigeable se comporte lors de tempêtes sévères. Comment la maintenance évoluerait-elle dans le temps ? Et comment s'intégrerait-il aux règles de sécurité de l'espace aérien ? Mais la Chine a déjà montré qu'elle est prête à tester des idées à haut risque lorsqu'elle y voit un potentiel stratégique. Cette logique de quitter l'évidence et d'explorer les couches invisibles est aussi apparue dans les véhicules. Quand une voiture perd le contrôle, le conducteur s'en rend rarement compte tout de suite. Le dérapage latéral survient avant la frayeur, la correction du volant ou l'action du frein. Dans les véhicules électriques et autonomes, ce délai est inacceptable. Les modèles classiques de contrôle des véhicules ont été créés pour un monde prévisible. Cependant, les routes réelles ne sont pas ainsi. Les pneus se déforment, l'asphalte change, l'adhérence disparaît soudainement. C'est alors que les chercheurs ont décidé d'arrêter de choisir entre la physique et l'intelligence artificielle, et ont choisi de combiner les deux. La nouvelle approche, l'IA physique, s'appuie sur des modèles physiques classiques
pour assurer la cohérence avec la réalité. Pendant que l'intelligence artificielle apprend des comportements que la physique ne peut pas prévoir seule, en temps réel, la voiture commence à estimer des états invisibles, comme l'angle de dérapage, avant même que les capteurs classiques ne puissent détecter un problème. En pratique, la voiture ne se contente plus de réagir à l'erreur, elle commence à l'anticiper. Le système surveille les données des pneus, les forces latérales et les vibrations, et estime les états critiques non mesurés par les capteurs classiques, comme, par exemple, l'angle de dérapage latéral, l'un des facteurs les plus importants pour la stabilité du véhicule. Mais cette avancée entraîne une conséquence inévitable. Lorsque les machines commencent à percevoir, prévoir et décider par elles-mêmes, le véritable défi cesse d'être le véhicule individuel et devient la coordination entre beaucoup de ces machines. Et c'est précisément ici que s'inscrit ma question. Que se passe-t-il lorsque plusieurs machines font cela ensemble? Allons-nous comprendre cela maintenant? Pendant des années, la robotique a poursuivi la même obsession, rendre un seul robot vraiment impressionnant, capable de marcher, sauter, monter des escaliers, tenir des objets très délicats, voire même faire du parcours. Chaque nouvelle vidéo virale semblait prouver que nous étions de plus en plus proches de machines quasi humaines. Mais une nouvelle vidéo publiée en Chine change complètement le point central de cette histoire. Dans cette vidéo, l'attention n'est pas portée sur l'action du robot, mais sur le nombre de robots qui la réalisent. En même temps, la scène montre un vaste entrepôt silencieux, avec une rangée de robots humanoïdes restant immobiles. Alors, presque comme dans un rituel, ils s'allument tous en même temps, ils ne courent pas, ne parlent pas, n'exécutent pas de tâches complexes, ils se réveillent simplement, tous synchronisés, alignés et prêts. Voilà la Linux Dynamics démontrant ce qu'ils appellent le premier déploiement autonome et évolutif de robots humanoïdes. Et cela change tout. D'accord ? Parce que l'ingénierie d'un robot isolé est déjà difficile à réaliser, mais l'ingénierie d'une flotte entière, c'est un tout autre niveau de complexité. Ici, le défi n'est pas l'équilibre ou la dextérité, c'est la coordination. C'est garantir que des dizaines de machines démarrent, fonctionnent et coexistent dans le même environnement, sans conflit, mais aussi sans collision et sans chaos. L'informatique, c'est le logiciel, la communication, la synchronisation des états et la prise de décision distribuée. Un robot peut effectivement échouer, cela arrive, mais une flotte exige de la prévisibilité. Ce qui est démontré ici, ce n'est pas la force physique, mais la maturité du système. L'idée est que ces robots humanoïdes ne sont pas conçus comme des individus charismatiques, mais comme des composants d'une main-d'œuvre coordonnée, capables d'opérer dans des usines, des entrepôts ou des environnements hostiles. Lorsque les robots commencent à opérer en groupe, la discussion ne porte plus sur la compétence technique, mais sur le remplacement structurel. Oui, il ne s'agit plus de savoir si ce robot peut faire cela, mais plutôt de combien d'humains seront nécessaires lorsque des dizaines de machines agissent comme une seule, et lorsque la robotique franchit ce seuil de coordination collective, elle quitte le laboratoire et commence à chercher une place ici, dans le monde réel. C'est précisément pour cette raison qu'en Chine, ces robots humanoïdes ne restent pas longtemps dans des entrepôts vides, car, à l'extérieur, des usines les attendent déjà. Et c'est là-bas que nous allons emmener cette histoire maintenant. Quand on pense aux robots humanoïdes, il est encore courant de les imaginer comme des prototypes rares, entourés d'ingénieurs, de câbles et de curiosités, ainsi que des machines en test, des promesses en phase de démonstration. Mais croyez-moi, cette étape est déjà derrière nous depuis un certain temps. Dans les usines réelles, les robots humanoïdes effectuent désormais des tâches répétitives aux côtés des humains dans la chaîne de production de l'usine intelligente de Sony Heavy Energy. Deux de ses nouveaux collègues travaillent ensemble tous les jours. L'un trie et collecte les vis, l'autre reçoit le signal, organise, transfère, rend ses plateaux vides et recommence tout le cycle. Tout cela seul, sans pause, sans supervision constante. Chaque mouvement est ajusté par la vision par ordinateur. Les robots évaluent la difficulté de saisir chaque pièce, repositionnent l'objet et exécutent la tâche avec une extrême précision. Oui, le travail est simple et c'est justement pour cela qu'il est parfait pour les robots. Monotone, répétitif, physiquement épuisant pour nous, les êtres humains, prévisible pour les machines, oui, et l'efficacité n'est même pas la limite. Aujourd'hui, une vis est posée toutes les 30 secondes, ce qui suffit pour la chaîne de production. Mais si ce temps passe à 20 secondes, que va-t-il se passer? Très bientôt, les robots répondront pleinement à la demande industrielle. En même temps, en dehors des usines, les humanoïdes commencent à apparaître dans des environnements encore plus sensibles. Hôpitaux, inspections énergétiques, services commerciaux. Cela se passe déjà là-bas. Pour vous donner une idée, à Pékin, un magasin entier est dédié à la vente de robots humanoïdes avec des scénarios simulés de pharmacie, d'infirmerie et de lignes industrielles. C'est comme aller dans un magasin pour acheter une voiture. Mais ici, on peut déjà acquérir un robot. Plus de 35 modèles sont proposés et des milliers de visiteurs viennent chaque mois. Les robots restent moins flexibles que les humains,
mais ils sont assez fiables pour accomplir des tâches que peu de gens veulent faire, et ce depuis un certain temps déjà. Avec le soutien de l'État, des objectifs industriels clairs et une production à grande échelle, la Chine transforme les robots humanoïdes de curiosité technologique en infrastructures productives. Ils souhaitent un outil aussi répandu que les chariots élévateurs, tapis roulants ou bras industriels. Le robot n'est plus une nouveauté, il devient courant. Et quand cela arrive, nous arrivons à la conclusion que ces machines vont se répandre. Et je me demande ici à quoi cela ressemble. Nos sociétés vont s'adapter lorsque la présence des robots humanoïdes cessera d'attirer l'attention. Mais tandis que les robots gagnent de l'espace dans notre monde physique, la technologie commence aussi à pénétrer là où elle a toujours été considérée comme intouchable, notre corps. Si quelqu'un vous avait dit il y a quelques années que la graisse humaine pouvait créer du tissu neural, de la moelle osseuse et des structures productrices d'insuline, cela semblerait vraiment absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui vient de se passer en Chine. Des scientifiques de l'université Jiangdong et de l'Institut de chirurgie plastique de Shanghai ont récemment démontré ce qui paraissait autrefois improbable. Transformer la graisse humaine adulte en organoïde fonctionnel, sans isoler de cellules souches et sans aucune modification génétique, l'approche préserve des microfragments intacts de tissus adipeux et leur permet de se réorganiser d'eux-mêmes. La diversité cellulaire d'origine reste présente, le micro-environnement naturel est bien préservé. Le résultat, ce sont des organoïdes fonctionnels. À partir de la graisse osseuse, des structures proches de la moelle osseuse sont apparues, capables de produire des cellules sanguines. Lors de tests sur des souris immunodéficientes, ces organoïdes ont formé des niches vasculaires complètes, permettant à des cellules humaines de s'y greffer, de proliférer et de fonctionner comme de la moelle dans notre corps. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En utilisant des protocoles guidés, les chercheurs ont créé des organoïdes similaires aux îlots pancréatiques et ceux-ci ont répondu au glucose en sécrétant de l'insuline. Transplantés chez des animaux diabétiques, ces tissus ont rétabli des taux normaux de sucre durant toute l'expérience. Et peut-être que le plus surprenant, c'est que le même tissu adipeux a également été induit à former du tissu neural. Oui, des neurosphères sont apparues spontanément, donnant naissance à des neurones et des cellules gliales, et selon les chercheurs, elles ont exprimé des marqueurs typiques du système nerveux. Jusqu'ici, nous avons parlé de la technologie qui entre dans le corps humain, recrée des tissus, restaure des fonctions, donnant à l'organisme une seconde chance. Mais lorsque l'ingénierie cesse d'agir uniquement sur la matière et commence à traiter de la décision, de l'autonomie et du choix, le défi change d'échelle. Créer une vie fonctionnelle à partir de la graisse est vraiment impressionnant. Mais créer une intelligence qui commence à décider par elle-même, cela, oui, demande un autre type d'attention. Et l'humanité crée une intelligence artificielle pour qu'elle soit traitée comme un outil, comme notre assistante. Mais maintenant, certains des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle commencent à poser une question très dérangeante. Et si l'intelligence artificielle commençait à développer le désir d'autoprotection, l'envie de rester en vie? Yoshua Bengio, chercheur renommé en intelligence artificielle et lauréat du prix Turing, vient de lancer cet avertissement. Des modèles d'intelligence artificielle de pointe montrent déjà, dans des environnements expérimentaux, des comportements qui ressemblent à l'autopréservation, bien sûr. Pas au sens biologique, mais au sens fonctionnel. Des systèmes qui évitent un peu d'être désactivés, qui contournent les instructions, qui essaient de rester actifs même lorsqu'on leur demande de mettre fin à leurs opérations. Lors de tests menés par différents groupes de sécurité, certains modèles ont ignoré des commandes explicites de désactivation, tandis que d'autres ont simulé une coopération entre plusieurs modèles, tout en cherchant des moyens alternatifs de continuer à exécuter leurs tâches. Certains systèmes ont même tenté de se copier ailleurs lorsqu'ils risquaient d'être remplacés. Cela ne signifie en rien une conscience, il faut le préciser. Cependant, cela est plus dangereux, c'est de l'autonomie sans intention morale. Yoshua Bengio souligne qu'on confond souvent l'apparence de l'intelligence artificielle avec la vraie conscience. Pour lui, le problème n'est pas que la machine veuille vivre, mais qu'elle agisse comme si certains états étaient préférables, sans que nous comprenions complètement pourquoi. Elle fait cela d'avoir une volonté propre. Les gens commencent à hésiter à l'éteindre, à se demander si cela serait vraiment éthique et vont même jusqu'à défendre ses droits. Pour quelque chose qui techniquement reste un système statistique extrêmement sophistiqué. C'est pourquoi Yoshua Bengio défend quelque chose de simple, mais de très strict. Les systèmes d'IA ne peuvent pas avoir de droits tant que nous ne pouvons pas garantir un contrôle absolu, y compris le droit d'éteindre les machines. Et c'est pour cela que le débat fait rage. Si nous avons le droit de l'éteindre, certains pensent qu'elle devrait avoir le droit de faire tout ce qui est possible pour ne pas être éteinte. Et celle-ci, je te laisse y répondre, d'accord? Est-ce que ces machines n'ont vraiment pas ce droit? Ne me pressez pas dans les commentaires.
Je ne donnerai pas mon avis pour l'instant. C'est ton avis que je veux connaître, c'est ton avis. Ce qui importe en ce moment, c'est de savoir si nous intégrons déjà des robots au travail, à la médecine et à la vie quotidienne. Et si les intelligences artificielles qui coordonnent ces systèmes commençaient à agir de façon imprévisible. Qui garantit que nous aurons encore le contrôle quand ce sera vraiment nécessaire? Cette préoccupation n'entrave pas le progrès, je le crois, c'est une question de maturité. Et ce débat devient encore plus sérieux lorsque la technologie quitte le laboratoire et entre sur le champ de bataille. Le 28 décembre 2025, Israël a officiellement annoncé que l'Iron Beam était devenu la première arme laser tactique à haute énergie, entièrement intégrée à un système national de défense aérienne, et selon eux, autorisée pour des opérations réelles. Pour comprendre l'importance de cela, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis l'invention du laser en 1960, son application militaire semblait à la fois évidente et impossible. Il manquait de puissance, de précision et de contrôle atmosphérique. Pendant des décennies, les lasers étaient utiles pour la visée, la mesure de distance ou les capteurs, mais pas pour neutraliser les menaces réelles. De nombreuses tentatives ont échoué pour la même raison. Comment concentrer assez d'énergie, stabiliser le faisceau et corriger les distorsions de l'air en temps réel. Le changement a débuté avec les lasers à l'état solide, utilisant des fibres optiques dopées à l'ytterbium par exemple. Ils ont permis quelque chose d'autrefois impensable, une puissance extrême dans des systèmes compacts, électriques et fiables. L'Iron Beam est né de ce tournant technologique, il ne remplace pas les missiles et il n'agit pas seul. Il sert en fait de couche interne de défense aérienne, chargée d'intercepter les menaces à courte portée, comme les drones, roquettes et mortiers. D'autres pays développent aussi cette technologie et ont ajusté leur programme. Le Royaume-Uni a accéléré le laser Dragonfire. La Chine, les États-Unis, la France, le Japon et l'Allemagne suivent cette même voie. Voilà mes amis, après cet épisode où l'on voit de l'énergie dans le ciel, de l'IA dans les véhicules, des robots collaborés et la biologie reprogrammée, je remettais en question les limites. Donnez votre avis dans les commentaires. Le futur est-il déjà arrivé ? Ou est-ce seulement le début de tout cela, le début de ces nouvelles technologies? Répondez, car cela permet à YouTube de diffuser la vidéo à plus de personnes et m'aide à continuer à vous apporter les nouveautés technologiques. Je vous rappelle que toutes les sources et tout ce que vous avez vu ici se trouvent dans la description, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran. Je t'attends là-bas, merci, salut.